Grand 2.2, limitation des courbes par la diffusion. Prenons le cas d'une électrode au contact d'un couple redox, subissant une oxydation, c'est-à-dire le réducteur devient l'oxydant. On peut décomposer cette réaction en trois parties. Première partie, il faut que le réducteur atteigne l'électrode, par diffusion en général. Puis il y a la réaction électrochimique elle-même, le réducteur devient l'oxydant et il y a transfert d'électrons. Et ensuite, il faut que l'oxydant parte, par diffusion également, de l'électrode pour laisser de la place à de nouvelles molécules de réducteur d'arrivée. En général, l'étape cinétiquement déterminante, cinétiquement limitante, ce sera l'étape numéro 2, c'est-à-dire la réaction redox elle-même, le transfert d'électrons, puisque c'est elle qui peut être le plus difficile. Mais, si on imagine que cette réaction est très rapide, par exemple, si on a mis une très forte surtension de fonctionnement, et donc vraiment on a voulu pousser la réaction jusqu'à ce qu'elle aille le plus vite possible, et bien cette réaction elle peut être tellement rapide qu'on peut presque la considérer comme instantanée, et finalement ce qui va devenir limitant, ce ne sera plus la réaction redox, donc l'étape 2, mais ce sera par exemple l'étape numéro 1, l'arrivée des réactifs, l'arrivée du réducteur, puisque il met un certain temps quand même à venir renouveler la quantité de réducteurs disponibles sur l'électrode, qui ensuite réagit très vite. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que si on impose à l'électrode de travail un potentiel qui est très supérieur au potentiel d'équilibre, ou si on lui impose un potentiel qui est très inférieur au potentiel d'équilibre, on va déclencher des réactions d'oxydation ou de réduction très rapides, et finalement, le transfert d'électrons, comme il sera très rapide, il ne sera plus limitant, ce sera le transfert de matière qui deviendra limitant. Expérimentalement, ça va se traduire comme ceci. Voici la courbe qu'on a étudiée au tout début du chapitre, sur le couple rapide Fe2+, Fe3+. En fait, cette courbe intensité potentielle qu'on avait présentée, elle était tronquée aux extrémités. On avait bien présenté le potentiel d'équilibre, et puis ensuite le fait que quand on est au-delà de ce potentiel, on a une oxydation qui se produit, oxydation qui est de plus en plus rapide quand on augmente le potentiel de l'électrode. Mais en fait, au bout d'un moment, si on continue d'augmenter le potentiel de l'électrode, on va atteindre une intensité qui va devenir continue, un palier d'intensité. Et finalement, on aura beau augmenter au maximum le potentiel, on n'arrivera pas à faire aller la réaction plus vite. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est le transfert de matière qui devient limitant. Entre guillemets, la réaction, elle est extrêmement rapide, mais de toute façon, ce qui va limiter la vitesse à laquelle elle va, c'est simplement le temps que met le réactif, les ions Fe2+, ici, à atteindre l'électrode, même si ensuite ils sont transformés très vite. Et c'est pour ça qu'on obtient un palier. On peut dire que donc, ici on est à l'équilibre, ici on a la réaction d'oxydation avec un transfert d'électrons limitant. Et puis dès qu'on observe ce palier, ça veut dire qu'on a toujours la réaction d'oxydation, mais avec un transfert de matière limitant. De la même façon, on peut observer ça pour la réduction, c'est-à-dire là on est au potentiel d'équilibre. Si je suis à un potentiel inférieur, je vais observer la réduction avec un transfert d'électrons limitant, puisque plus je diminue le potentiel, plus la réaction est rapide. Et quand j'arrive à un palier, ça veut dire que maintenant c'est le transfert de matière qui devient limitant. Conclusion donc, à bien retenir, quand le transfert de matière est limitant, on observe un palier de diffusion de courant constant. Et ce courant, on l'appelle le courant limite de diffusion, qui sera souvent noté ID avec un D comme diffusion. Remarque, bien sûr, le transfert de matière pour apporter le réactif à l'électrode, il va être modélisé par les lois de la diffusion, il va donc obéir à la loi de Fick, mais il faut quand même aussi tenir compte du fait qu'il y a la convection qui peut intervenir. Plus on agite la solution, et bien plus ce courant de diffusion sera important. Il y a plusieurs paramètres qui influencent la valeur du courant limite de diffusion lors du palier de diffusion, et il faut les retenir. De façon générale, la valeur de ID sera proportionnelle à la surface de l'électrode, puisque plus il y a de surface de l'électrode en contact avec la solution, plus il y a de sites sur lesquels le réactif peut arriver et réagir. Également proportionnelle au nombre d'électrons échangés dans la demi-équation redox. En effet, si une seule molécule de réactif peut échanger 4 électrons, eh bien on aura un plus grand courant qui circule lors du palier de diffusion que si une molécule de réactif n'échange qu'un seul électron. L'intensité du courant limité est également proportionnelle à la concentration du réactif. Plus il est concentré selon la loi de Fick, eh bien plus sa diffusion sera importante vers l'électrode. Et également, cette intensité va être proportionnelle à la mobilité du réactif, qui est souvent appelé coefficient de diffusion dans la loi de Fick, puisqu'évidemment, plus une espèce est mobile, plus elle va se diffuser facilement vers l'électrode. Ce qui nous amène donc à la loi suivante, qu'il est bon de retenir pour retenir tous ces paramètres,
L'intensité du courant limite de diffusion est égale à K, avec K donc une constante, qui va dépendre entre autres de l'agitation du milieu, fois le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation redox, fois la surface de contact entre l'électrode et la solution, fois le coefficient de diffusion de l'espèce, fois la concentration de l'espèce consommée. Des fois, on écrira simplement que ID, c'est KI fois la concentration de l'espèce, avec KI, une constante qui en quelque sorte dépendra de N, S et DI également. Donc cette loi de Fick, c'est intéressant de la retenir pour comprendre, en fonction des conditions expérimentales dans lesquelles on se situe, pourquoi il va y avoir une intensité forte ou faible pour le courant de diffusion d'un palier. La démonstration de cette loi peut se faire à partir de la loi générale de Fick de la diffusion, en considérant un modèle simplifié de ce qui se passe à la surface de l'électrode. A priori, l'esprit du concours, c'est pas forcément de vous demander ces démonstrations-là dans l'épreuve de chimie, mais comme vous savez le faire, c'est toujours bien de l'avoir vu une fois et de comprendre quels sont les modèles utilisés ici pour arriver à une loi comme celle-ci. Le modèle simplifié qu'on utilise est celui-ci. On considère qu'on a une solution agitée avec une concentration en réducteur dans la solution qui est homogène, sauf aux abords directs de l'électrode. Pour x égale 0, on considère qu'on est au contact de l'électrode. Comme le réducteur est consommé, il a une concentration très faible au contact de l'électrode. Et puis il va y avoir une couche d'épaisseur faible, alors ici c'est noté L, mais moi je l'ai appelé delta finalement, une couche d'épaisseur faible dans laquelle on considère que la solution est immobile autour de l'électrode, et que là ce qui va se passer, c'est véritablement une diffusion du réducteur depuis la solution agitée dans laquelle la concentration est homogène, jusqu'à l'électrode, au contact de l'électrode où la concentration est très faible, avec donc une évolution de la concentration qui est représentée ici sur ce schéma-là, selon la loi de Fick. Donc la loi de Fick pour la diffusion nous dit que le courant limite de diffusion, ce sera moins le coefficient de diffusion du réducteur fois le gradient de la concentration en réducteur. On choisit une modélisation simple, unidimensionnelle ici, avec un profil linéaire de concentration, comme ça ce sera facile d'appliquer le gradient. Puisque le mouvement de réducteur se fait vers l'électrode, si on considère qu'on est en régime stationnaire, on aura donc un courant JD qui sera égal à moins D raid fois D de raid sur dx ux, donc puisqu'on est unidimensionnel, et qui sera égal à une constante. Autrement dit, en intégrant entre x égale 0 et x égale delta, JD sera égal à D raid fois la concentration en réducteur dans la solution moins la concentration en réducteur à l'électrode sur delta. Puisqu'ici on a un profil linéaire, c'est très simple à intégrer. Lorsque la cinétique est limitée par la diffusion, ça veut dire que la concentration en réducteur à l'électrode est quasiment égale à 0, puisqu'on considère que la réaction est extrêmement rapide, donc c'est quasiment comme s'il était consommé instantanément quand il arrive à l'électrode. On arrive donc à un courant de diffusion qui sera égal à D raid fois la concentration en réducteur en solution sur delta. Si dans la demi-équation redox d'oxydation, le réducteur a un coefficient stoichiométrique bêta et les électrons un coefficient stoichiométrique n, on va pouvoir relier densité de courant électrique et densité de courant de matière par JD sur bêta égale J sur NF. Autrement dit, la densité de courant, J, sera égale à NF fois D raid fois la concentration en réducteur en solution sur bêta fois delta, qui sont simplement ici, donc bêta un coefficient stoichiométrique, et delta, c'est ici représenté par L sur le dessin, désolé pour c'est donc la taille de la couche limite de diffusion. Autrement dit, on arrive in fine en prenant, si on prend l'intensité de la couche de diffusion, il suffit de multiplier la densité de courant par S, et on arrive à cette formule-là. On retrouve bien que ID, c'est égal à une constante, fois N, fois S, fois le coefficient de diffusion de l'espèce, fois la concentration de l'espèce en solution. Et dans cette constante, on va faire intervenir un certain nombre de choses, et entre autres, on va faire intervenir la taille de la couche ici de diffusion. Et la taille de la couche de diffusion, elle dépend de l'agitation. C'est pour ça qu'on avait dit que la constante K dépend entre autres de l'agitation. Donc voilà pour cette démonstration dans le cas d'un modèle très simple. La formule est à retenir parce qu'il faut surtout retenir les paramètres qui vont influencer la valeur du courant limite de diffusion. À retenir également, il existe deux cas dans lesquels il n'y aura pas de palier et de courant limite de diffusion.
Le premier, c'est le cas où le réactif est directement le métal constituant l'électrode ou un métal déposé sur l'électrode. En effet, si on regarde par exemple la vague d'oxydation fer donne Fe2+, et que l'électrode est directement en fer, dans ce cas, il n'y a pas besoin que le fer se diffuse jusqu'à l'électrode, puisque le fer est directement le constituant de l'électrode. Donc dans ces cas-là, il n'y aura pas de palier, ce qui veut dire que si on augmente le potentiel, il va y avoir augmentation de l'intensité de façon constante, et plus on augmente le potentiel, plus l'intensité va augmenter, jusqu'à finalement qu'on arrive à la limite de notre système, c'est-à-dire qu'on fasse griller un fil peut-être, mais techniquement, voilà, c'est pas en tout cas la diffusion de la matière qui va poser problème. Le deuxième cas, c'est le cas où le réactif, c'est le solvant lui-même, ou un ion éventuellement en très grande concentration dans le solvant. Donc là, comme on a omniprésence autour de l'électrode du solvant ou de l'ion en très grande concentration, eh bien, c'est pareil, il ne va pas y avoir de courant limite de diffusion. On aura atteint les limites de résistance entre guillemets, de notre système avant d'avoir des problèmes de diffusion de matière. Ces deux cas, ils sont finalement assez fréquents, hein, donc il faut s'en souvenir et être vigilant à ne pas créer des paliers de diffusion là où évidemment il n'y a pas de problème de diffusion. S'il y a plusieurs couples redox présents à une électrode, dans ce cas, on va avoir des vagues successives et des paliers successifs de diffusion qui vont s'additionner. Prenons par exemple ici le cas d'une électrode qui sera au contact de deux couples redox, OX1 RED 1 et OX2 RED 2, qui ont des potentiels d'équilibre différents. Ici, voilà les courbes qu'on obtiendrait dans trois cas. S'il y a uniquement le couple OX1 RED 1 qui est présent, donc on obtient la courbe 1 qui est en petite croix ici, on voit qu'on va avoir donc une fois qu'on a dépassé le potentiel d'équilibre, une vague d'oxydation, puis un palier de diffusion. S'il n'y a que le couple OX2 RED 2, on voit que sa vague d'oxydation commence plus tard, puisqu'il a un potentiel d'équilibre différent, et puis il y a également un palier de diffusion. Si par contre, on imagine qu'on met au contact de l'électrode à la fois le couple OX1 RED 1 et le couple OX2 RED 2 en solution, eh bien, ce qu'on va observer, c'est la courbe rouge, qui sera en fait la somme des deux courbes précédentes. C'est-à-dire que quand on dépasse E1, on voit l'oxydation donc de RED 1 qui donne OX1, on atteint un palier de diffusion, et quand on atteint ensuite un potentiel suffisant pour démarrer la deuxième oxydation, eh bien elle va démarrer en plus de la première, et donc finalement on va obtenir une nouvelle vague, et ensuite un nouveau palier, dont l'intensité sera la somme des deux intensités des paliers de diffusion précédents. Donc vous pouvez noter les observations, hein. Pour un potentiel suffisamment grand, on obtient la première vague d'oxydation suivie d'un palier. Pour un potentiel suffisamment grand dans le cas numéro 2, on obtient la deuxième vague d'oxydation. Et si jamais on fait un mélange où il y a les deux oxydants, eh bien on obtient la somme algébrique finalement des courbes 1 et 2. Application. On donne la courbe intensité potentielle de réduction sur platine d'une solution qui contient des ions iodates, du diode et des ions iodures. On obtient donc ceci. Là, on part d'un potentiel entre guillemets d'équilibre. On diminue, on obtient une première réduction, la réduction de IO3- en I2, suivie d'un palier, puis une deuxième réduction, la réaction de I2 en I-, suivie d'un palier, le tout sur électrode de platine. Pour vous entraîner, écrivez les demi-équations des réactions qui se produisent, puis a priori, est-ce qu'on peut dire que le couple IO3- I2 est lent ou rapide? Et enfin, pourquoi on observe des vagues de réduction de hauteur différentes? Je vous laisse vous entraîner en mettant pause sur la vidéo et en réfléchissant à ces questions. Je donne le résultat dans quelques instants. Donc, lors de la vague 1, quand IO3- devient I2, il faut équilibrer l'équation de cette façon. Et lors de la vague 2, de cette façon. A priori, le couple IO3- I2, on peut prévoir qu'il sera lent. Pourquoi on peut le prévoir? Parce qu'il y a un changement de structure important quand on passe de IO3- à I2, donc il n'y a aucune chance que ce soit un couple rapide. Pour répondre à la troisième question, comme on n'a pas d'informations sur les concentrations de IO3- et de I2 ou sur leur mobilité en solution, on va les considérer comme égales ou similaires. Dans ce cas, ce qui va expliquer la différence entre les deux vagues de réduction et leur courant limite de diffusion, ce sera le nombre d'électrons échangés dans les bilans des demi-équations redox. En effet, quand on consomme un ion IO3-, 5 électrons sont échangés, alors que quand on consomme une molécule de I2, 2 électrons sont échangés. Autrement dit, avec le même transfert de matière, les ions IO3- vont échanger plus d'électrons que les molécules I2 et donc vont donner un courant limite de diffusion plus grand.